Parlons un peu du fond du sujet. Moi non plus, je n'y connais rien. Je vais quand même me permettre de vous poser quelques questions, Théophile, sur ce livre. Alors, vous avez évoqué ce que vous faites dans cette édition du Gris-Gris qui accompagne le livre, c'est-à-dire une opération de déconstruction du discours donc des militaires par la voix de ce fameux Notin. Là, vous faites une critique, pas assassine, une critique argumentée de son livre. Et puis en ouverture de ce livre, eh bien, vous mettez quelques pierres dans le jardin de Human Rights Watch, donc cette fameuse ONG qui, sur le plan international, est reconnue pour sa recension des atteintes aux droits de l'homme. Et vous montrez comment, dans un rapport publié après, je sais pas quand est-ce qu'il a été publié, le rapport que vous citez. En 2011. En 2011, d'accord, donc oui, en octobre 2011, c'est-à-dire 9 mois après les événements de janvier, eh bien, ce rapport a été tout simplement fabriqué, le mot n'est pas trop fort. Ah oui, le rapport comportait des citations fausses, totalement tronquées, qui étaient attribuées à Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, ce qui a une grande importance parce que en octobre 2011, le procureur de la CPI, Luis Moreno Ocampo à l'époque, essaye de construire en fait l'argumentaire qui va permettre de transporter Laurent Gbagbo de sa prison de Korogo en Côte d'Ivoire à la prison de La Haye. Donc en fait c'est une opération de criminalisation qui en fait se fonde sur un certain nombre de relais, notamment dans la presse, mais en fait la presse finalement, aujourd'hui les gens apprennent à s'en méfier. Donc un journal qui sort une fausse citation, forcément tout le monde lui tombe dessus, y compris si c'est Le Monde, surtout si c'est Le Monde, y compris si c'est le Washington Post, surtout si c'est le Washington Post, mais nous sommes encore dans un monde qui considère les ONG de défense des droits de l'homme comme des vaches sacrées, comme des épigones, si on peut dire, du bien. Et alors on se rend compte qu'une ONG comme Human Rights Watch est en fait une sorte d'instrument structurel de ces pouvoirs en fait qui sont hors sol, c'est-à-dire en dehors des États, en dehors des systèmes établis et qui, quelque part, fabriquent des coupables. Et donc, Human Rights Watch attribue des paroles terribles à Laurent Gbagbo, qu'il n'a jamais eu. Et quand on regarde bien le travail de Human Rights Watch, on se rend compte qu'il structure puissamment le discours de la justice internationale et même la pratique de la justice internationale. Par exemple, ce rapport, ou bien un rapport précédent qui était fait toujours en 2011 mais quelques mois plus tôt, attribue au camp de Laurent Gbagbo des crimes contre l'humanité et attribue au camp d'Alassane Ouattara des crimes de guerre. C'est-à-dire en fait il y a une sorte de gradation dans l'horreur qui est totalement fausse parce qu'en réalité les vrais crimes contre l'humanité ont été commis par le camp Ouattara, c'est-à-dire un crime contre l'humanité, c'est un crime qui cible une population pour ce qu'elle est et qui finalement va au-delà de la guerre. Mais c'est ce qu'ils ont fait notamment à Abidjan, à Nokwakouté, ils l'ont fait dans l'ouest de la Côte d'Ivoire où ils ont pris les cartes d'identité des gens et les ont massacrés quand ils ont regardé leur patronyme. Voilà le crime contre l'humanité, mais Human Rights Watch ne le dit pas. En plus, quelque part, on va voir d'autres ONG comme la FIDH qui vont toujours travailler à construire ce discours qui finalement aujourd'hui a accouché du deux poids deux mesures qu'on voit à la CPI sur la Côte d'Ivoire. Par exemple, la FIDH explique que les massacres, les pires massacres de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui ont été commis par les forces pro-Ouattara, finalement ont été commis par une milice un peu indépendante dont on ne connaît pas très bien les liens avec... donc en fait voilà, c'est un discours de déculpabilisation d'Alassane Ouattara et après à un moment donné ce sont les mêmes ONG qui vont hurler aux deux poids deux mesures qu'elles vont elles-mêmes structurer par leur discours. Est-ce qu'il y a une conscience de la part des gens qui rédigent ces rapports? J'imagine que oui. Ce qui est très important, c'est que dans les premières lignes des pages que vous consacrez justement à ce rapport et à sa dénonciation, vous précisez, comme c'est le cas d'ailleurs pour beaucoup enfin comme à peu près tout, vous sourcez les financements aussi des organisations, des journaux, etc. Et vous nous dites que
l'organisation Human Rights Watch, je ne vais jamais y arriver, hein, donc c'est pas grave, est financée en grande partie par le milliardaire américain George Soros. Quels seraient les intérêts de George Soros à avoir une Côte d'Ivoire dirigée par Ouattara? Bah déjà, en fait, ils appartiennent au même monde, celui de la finance internationale, celui de la dérégulation financière, c'est la dérégulation financière qui permet à George Soros d'être aussi riche. Et c'est en fait des organisations comme le FMI qui sont à la pointe de cette dérégulation. Donc, ils ont une sorte d'affinité idéologique. Au-delà de l'affinité idéologique, George Soros a beaucoup d'intérêts financiers dans les mines. Et qui dit mine dit Afrique de l'Ouest. En Guinée, en Côte d'Ivoire, dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de mines. Et en fait, vous savez que le marché des mines, c'est un marché très spéculatif. C'est-à-dire que quand on achète une mine, c'est pas forcément pour l'exploiter tout de suite, mais c'est pour faire monter, descendre les cours. Donc, George Soros a quand même intérêt à ce que les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest lui soient redevables d'une manière ou d'une autre. La Côte d'Ivoire, le numéro 1 ivoirien d'aujourd'hui, n'est pas le seul qui a profité de la manne de George Soros. Et quand on regarde la pratique aussi financière, les types de pratiques financières, les types de pratiques spéculatives qui a permis à Ouattara de profiter financièrement de la guerre, notamment en spéculant sur le cacao, on se rend bien compte que ça ressemble à des pratiques de George Soros. Donc ce sont des gens qui sont du même monde. Et le fait que George Soros finance en grande partie Human Rights Watch n'a rien d'innocent. Ce n'est pas de la bonté d'âme, ce n'est pas de la philanthropie. Parce que c'était philanthrope, il n'aurait pas orchestré des opérations financières spéculatives qui ont rendu pauvres des millions de personnes. Il faut bien comprendre que, comme les milliardaires achètent la presse, les milliardaires achètent les ONG. Et il faut avoir un regard lucide sur ces ONG qui appartiennent, entre guillemets, à des milliardaires. Ça nous permet d'avoir une porte d'entrée pour faire un petit portrait de Ouattara, rappeler qui il est, d'où il vient. Peut-être on peut le faire en peu de temps parce qu'on a encore beaucoup de sujets à aborder, mais c'est quand même important. Vous avez cité le FMI, vous avez cité sa culture entre guillemets américaine et ultralibérale. D'où vient Ouattara? Quel est son rapport avec la Côte d'Ivoire? En fait, Ouattara, c'est très intéressant. Le personnage est intéressant parce en fait, il est un des marqueurs du passage, du virage libéral de la France elle-même et du virage atlantiste de la France elle-même. En fait, il a profité finalement de la conjonction qui s'est créée entre la vision du monde des Françaises et la vision du monde américaine. Parce que Alassane Ouattara est un des rares Africains de son âge qui a étudié aux États-Unis. Il a étudié aux États-Unis dans le cadre d'une bourse qui avait été créée par les Américains. Et en fait, à l'époque, il était au Burkina Faso. Il était un étudiant burkinabé. Et, son père est burkinabé. Son père est burkinabé. En fait, il a vécu en Côte d'Ivoire et il est rentré au pays pour devenir chef de son village. Et donc, Alassane Ouattara a donc eu son bac dans le pays de son père. Et il a été boursier de ce pays, ça veut dire qu'il était originaire de ce pays. Ce n'est pas pour en faire des tartines sur ses origines, mais bon, c'est un fait, ça explique son parcours. Et donc, du Burkina Faso, il va aux États-Unis, il se forme à la finance, et puis il travaille alternativement au Fonds monétaire international, qui est contrôlé peu ou prou par les Américains, et à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est contrôlée peu ou prou par les Français. Et donc il devient finalement le vice-gouverneur de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, donc qui contrôle le CFA qui est lui-même contrôlé par les Français. Il le devient au titre du Burkina Faso. Et donc quelque part, parce qu'il est déjà, il a déjà une certaine entre-gens, notamment lié au fait qu'il refuse de soutenir Thomas Sankara, il devient un proche d'Houphouët-Boigny. Et Houphouët-Boigny qui, bien entendu, est le président de la Côte d'Ivoire de l'époque et qui maudit tous les matins Thomas Sankara, qui en mourra d'ailleurs. Donc, leur détestation commune de Sankara les unit et en fait, à un moment donné, Houphouët... Elle était basée sur quoi, cette détestation ? Thomas Sankara, c'était en fait un leader africain progressiste. C'est l'intégrité, il était allergique à l'intégrité, c'est ça? Bon, ça je ne sais pas, mais en tout cas à sa posture morale sans doute. Et puis il y avait un fait, c'est que
Sankara est une menace pour lui, vu que les universités ivoiriennes commençaient à bouillonner de slogans sankaristes et c'était dangereux à terme parce que ce qu'il représentait, c'était... en fait, on peut imaginer la détestation que pouvait ressentir Pinochet pour les sandinistes ou bien un certain nombre de choses comme ça. C'était le surgissement, si on peut dire, d'un clivage idéologique en Afrique de l'Ouest francophone et surtout au Burkina Faso, qui est quand même le miroir de la Côte d'Ivoire. Vous savez qu'à un moment donné, les deux pays n'en formaient qu'un. Donc, quelque part, Abidjan a toujours le désir que Ouaga soit la continuité de son influence et réciproquement. Alors, donc, finalement, Ouattara devient le gouverneur de la BCAO, donc de la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest, au titre de la Côte d'Ivoire. Houphouët l'aime au point de lui donner un poste qui revient à un Ivoirien. Et donc, dans la suite logique, Houphouët en fait son Premier ministre. Quand le moment où il devient Premier ministre est extrêmement intéressant parce que Houphouët-Boigny en fait est un personnage double, ce que beaucoup de gens imaginent peu parce qu'on le voit un peu comme une sorte de Mobutu d'Afrique de l'Ouest, mais en fait Houphouët-Boigny est né en fait à la politique par le syndicalisme au nom du refus en fait du deux poids deux mesures entre les planteurs africains et les planteurs français, les colons. Et en fait, il était d'abord apparenté au Parti communiste. C'est le Parti communiste, en fait, finalement français, qui l'a porté, qui l'a sponsorisé. À un moment donné, de manière assez opportuniste, il se désapparente au Parti communiste. Quand François Mitterrand, c'était l'UDSR, je crois, je ne me rappelle plus très bien du nom du parti, j'ai oublié mes cours. Quand François Mitterrand le récupère, donc il passe à droite. Déjà, on se rend compte qui était François Mitterrand, et il s'y installe. Mais globalement, il est quand même animé d'une certaine conscience de classe, et surtout d'une conscience nationale. Et à la fin de sa vie, Houphouët-Boigny se révolte contre les marchés financiers parce qu'il a mis quand même toute son énergie à faire de son pays, qui n'est pas très grand, le premier producteur mondial de cacao. Quand on voit en fait l'influence, je veux dire, le rôle du cacao et du café dans nos vies quotidiennes, a priori, on devrait se dire que le pays qui fournit la moitié du cacao quasiment au monde doit être un pays riche. Mais en fait, non. Et les cours baissent dans les années 80 et du coup il n'arrive plus à payer ses dettes parce il s'est endetté en croyant que les cours allaient rester stables ou monter. Et il se rebiffe, il livre une guerre au marché, il bloque le cacao dans des hangars à Abidjan, il hurle son dépit, il refuse de payer ses dettes, en fait il fait exactement... il fait son petit prince quoi en fait. Voilà, c'est-à-dire il fait son coming out révolutionnaire en gros, et il perd. Parce que en fait, et c'est là où on se rend compte que les marchés sont eux aussi idéologiques, les cours ne remontent pas. Les cours ne remontent pas et du coup, or le cacao c'est quand même une denrée périssable, même comme elle est de durée longue, et donc son cacao commence à pourrir dans les hangars. Et il est obligé donc de s'adresser aux Français pour l'aider. Finalement, il n'y arrive pas non plus et il brade son cacao. Et il est ruiné, enfin le pays est ruiné, bon, le pays et lui se confondaient. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et du coup, il est obligé d'aller à Canossa, c'est-à-dire de prendre un Premier ministre issu du FMI qui va faire entrer son pays dans un plan d'ajustement structurel, qui va l'obliger à rembourser sa dette colossale, qui va l'amener à accepter la dévaluation, à préparer en tout cas la dévaluation du franc CFA. Donc Alassane Ouattara, c'est finalement quelqu'un que Houphouët-Boigny a un peu sponsorisé, mais qui finalement devient son Premier ministre, c'est-à-dire il n'y avait pas de Premier ministre en Côte d'Ivoire, parce que le président était le roi absolu, et il devient son Premier ministre au nom finalement de la préservation des intérêts des marchés. Et donc, quelque part, après avoir été Premier ministre, il cherche à prendre le pouvoir naturellement. Il se heurte à la Constitution qu'Houphouët a rédigée en fait pour favoriser Henri Konan Bédié, qui est de la même ethnie, de la même région que lui, et dont on dit même, mais ça, il n'y a aucune preuve dessus. C'est un peu une théorie complotiste, qu'il est son fils. Donc, Houphouët-Boigny a tout fait pour, tout en
tout en donnant le poste de Premier ministre à Ouattara pour lui empêcher de devenir président, ce qui a marché. Donc Ouattara est donc retourné aux États-Unis, devenu numéro 2 du FMI. On est dans quelles années là? Bon, en fait, c'est en 1993, décembre 1993, qu'Houphouët meurt, qu'Ouattara tente de prendre le pouvoir, qu'il échoue. Il retourne aux États-Unis, il devient le directeur général adjoint du FMI et il se prépare pour revenir en Côte d'Ivoire en 2000. En 99 quand il prend sa retraite du FMI et donc en juin je pense juin 99 il quitte le FMI. En décembre 99 un coup d'état organisé par des proches de Ouattara a lieu qui renverse Henri Konan Bédié, le successeur d'Houphouët, et de 99 jusqu'en 2011 on va de guerre en guerre, de coup d'état en coup d'état de promesses d'élection en promesses d'élection et puis finalement celui qui devait prend le pouvoir et il n'y a plus de problème. Voilà, c'est un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire celui qui avait été programmé par les marchés pour prendre le pouvoir l'a pris. Et ce qui est intéressant, c'est que Ouattara devient président en Côte d'Ivoire aussi parce que la France a changé. Parce que les archives qui sont disponibles aujourd'hui nous permettent de montrer que Jacques Chirac, par exemple, est viscéralement hostile à Gbagbo, mais il est aussi hostile à Ouattara. C'est-à-dire, Gbagbo, pour lui, c'est le socialiste dégueulasse, horrible, moche. Et Ouattara, c'est l'atlantiste dégueulasse, horrible, moche. Et donc, en fait, ces archives qui nous permettent de considérer la vision de Jacques Chirac nous permettent de voir aussi, de comprendre l'idéologie qui est derrière les accords de Marcoussis qui ont été, disons, négociés par la France, c'est-à-dire il voulait affaiblir Gbagbo mais sans donner le pouvoir à Ouattara, en essayant de créer une tierce personne issue du PDCI, le parti d'Houphouët, donc un parti néo-gaulien si on peut dire, et finalement l'arrivée de Sarkozy qui est un proche de Ouattara, qui fait partie donc de cette nouvelle droite, pas nouvelle droite au sens idéologique, mais de cette droite atlantiste française, est une aubaine parce que quelque part à Paris, la France est prête finalement pour faire son virage atlantiste et ne plus regarder avec un mauvais œil cet homme qui représente d'une certaine manière l'Amérique, l'influence américaine. Oui, et puis aussi, alors, on peut dire que c'est du suivisme par rapport aux États-Unis, et c'est aussi, je veux votre avis là-dessus, Gbagbo commençait à déranger aussi la France. Je crois qu'il ne signait pas les accords de réadmission, oui. Il voulait commercer avec les Chinois, enfin bon, il prenait un peu d'indépendance, hein, ce chef d'État africain. Je pense que Gbagbo n'a jamais été le souhait de la France, y compris de la majorité des socialistes français, parce que derrière le socialiste africain a toujours surgi le nationaliste pas au sens nationaliste au sens historique, c'est-à-dire le nationalisme africain, le nationalisme arabe, et en fait le nationalisme africain qu'on appelle aussi le panafricanisme est quelque chose qui n'a jamais été vraiment très valorisé en France, ni à gauche ni à droite. Donc je pense que Gbagbo était considéré comme quelqu'un de bien par les socialistes quand il était dans l'opposition, mais la droite l'a toujours détesté, et je pense que les socialistes l'ont soutenu de manière pendant un temps très court. Tant qu'ils étaient de gauche en fait. Non, même pas quand ils étaient de gauche. Non, mais je parle des socialistes. Y compris dans les années 80, c'était déjà ambigu. Mais pendant la transition de 99 à 2000, quand même à un moment donné, il y a eu une conjonction de faits qui ont permis qu'ils le soutiennent. Et puis, mais très rapidement, ils sont passés à autre chose, parce que notamment, il était considéré comme un peu dangereux au point de vue idéologique, et je pense que les personnes qui étaient vraiment hostiles à Gbagbo au Parti Socialiste étaient d'abord l'aile droite du Parti Socialiste, et puis ça a été aussi finalement François Hollande, quand il était encore le premier secrétaire du Parti Socialiste, parce que je pense que c'est un social-démocrate viscéral, et tout ce qui a l'air de déborder un peu sur la gauche, ou bien qui tend à ressembler à un discours de révolte contre l'ordre libéral établi, en fait, je pense que ça le révulse profondément. Et donc, très rapidement, il a manœuvré pour que ce soutien
diminuent ou bien disparaissent. Je pense que voilà, c'est un peu ça. Gbagbo n'était pas le choix de la France, il n'a jamais été, y compris les socialistes. Alors, je renvoie pour ce qui concerne voilà, l'élection. Les élections de fin 2010 et puis je sais pas, on peut appeler ça un coup d'état de Ouattara, parce qu'effectivement les résultats électoraux donnaient Gbagbo vainqueur. Hein. Au point de vue constitutionnel, c'est effectivement un coup d'état, puisque Ouattara prend le pouvoir en avril 2011 et il est investi en mai 2011. Bon, ça veut tout dire. Bon, et puis surtout les résultats entre guillemets qui le font de lui le vainqueur sont tellement frauduleux et insultent tellement la simple arithmétique qu'on ne peut pas les prendre au sérieux. Donc c'était effectivement un coup d'État franco-onusien. Et l'élection de 2015 était finalement une manière de le légitimer après ce coup d'État électoral. Donc ça prouve bien. C'est-à-dire toute l'énergie qui a été déployée pour faire de ces élections un succès, entre guillemets, montre bien que tout le monde était conscient que ce qui s'est passé en 2010, ce n'était pas une élection. En 2015, toute l'opération de communication qui était destinée à l'anoblir au point de vue démocratique montre bien que tout le monde savait bien qu'il y avait un problème. Et en fait, ce qui m'étonne tout particulièrement, c'est, alors évidemment, c'est un peu démenti par ce que j'ai entre les mains, par ce numéro du Gris-Gris, où on voit qu'il y a quand même des livres qui sortent, qui donnent un peu une autre vérité que la vérité officielle, mais c'est cette construction en 2011 de la vérité officielle qui s'est faite de manière massive et unanime dans tous les journaux. Vous citez notamment Libération en ouverture de ce livre, avec des choses un peu folles, c'est le cas de le dire, enfin voilà, de la diffamation, matinée de racisme bien soutenue, enfin voilà, qu'on ne devrait pas trouver dans un journal qui se dit de gauche. Et c'est-à-dire qu'il y a eu une unanimité absolument extraordinaire. Bon, vous l'expliquez en disant que les socialistes étaient aussi contre Gbagbo. Donc il y a eu ce bloc vraiment de Français autour de Ouattara, et quelque chose qui existe encore. C'est-à-dire qu'on a maintenu sous cap tout ce que notamment Grégory vous avez été filmé, c'est-à-dire ces gens qui étaient des proches de Gbagbo, qui ont été quand même enfermés dans des camps, qui sont encore réfugiés d'ailleurs, hein, je crois que c'est toujours le cas. Voilà, c'est-à-dire que tout ça n'a pas droit de cité en France, c'est quand même étonnant dans un pays où la presse est censée être libre. Mais j'interviens une seconde, ça commence un tout petit peu à se fissurer. On a pu assister récemment à des coming out médiatiques, si je puis dire, très intéressants. Parce qu'en fait, c'est un des enjeux du livre de Théo, il y a un storytelling absolu qui s'impose. Et en fait, qui s'impose jusque dans les écoles, je vous en parlerai après. Oui, et qui, malheureusement pour nous oblige à frayer sur Internet d'une certaine façon avec les sujets complotistes, puisque toute vérité officielle produit son complotisme, les deux en fait s'équilibrent pour au final produire un sujet sur lequel tout le monde a une opinion, et de préférence ceux qui n'y connaissent pas grand-chose. Et que ce soit pour le 11 septembre, pour le coup d'État contre Chavez, le premier, la chute de Gbagbo, à chaque fois, il y a des espèces d'hypothèses complotistes, et il nous faut, nous, évidemment n'y pas succomber, si je puis dire, mais en même temps, produire, parce qu'on n'a pas tellement d'autres solutions, et il n'y a pas de proportion entre la machine et nous, il nous faut produire aussi une narration, si je puis dire, un autre storytelling. Ça peut passer par des témoignages, on entend peu, et voire pas du tout de témoignages de réfugiés ivoiriens, parce qu'il y en a des réfugiés ivoiriens. Quand on sait comment on distribue à plus qu'au compte-gouttes le statut de réfugié... Aujourd'hui, d'après les informations que nous avait rapportées Théo, on se fait en sorte de vider les réfugiés, parce que c'est une tâche. C'est-à-dire que normalement, si la constitution ivoirienne avait été respectée, il n'y aurait pas dû avoir d'élection dernièrement, ne serait-ce que pour cette raison.
Il n'est pas admissible, il n'est pas légal qu'il y ait des Ivoiriens en dehors du pays malgré eux. La constitution ivoirienne, et en cela elle est quand même assez progressiste, et stipule clairement, c'est pas un texte de loi, mais c'est un texte, la constitution elle-même qui dit que nul Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Le fait même que ces gens soient contraints à l'exil montre que le pouvoir en fait en réalité a une pratique anticonstitutionnelle qui le délégitime, parce que vu en fait les exils du passé, le législateur de 2000 a insisté sur ce point, et ce point n'est pas respecté. Alors, en termes, continuons de storytelling, on va citer un nom de journaliste française, Maria Malagardis de Libération, que Théo interpelle dans son ouvrage, a produit très récemment, dans le cadre d'une affaire adjacente qui concerne Soros, Guillaume Soros et non pas Georges Soros, elle a produit un article incroyable pour qui la suit depuis des années comme nous, dire exactement la même chose que ce qu'elle a toujours raconté comme sornette, mais à l'envers. C'est-à-dire presque les mêmes phrases qui servaient à valider Soros il y a quelques années, alors qu'elle savait, comme tout le monde, ce dont il était capable et coupable, servent aujourd'hui à l'enfoncer, avec à peine des déclinaisons, à peine quelques nuances. Alors c'est pas encore tout à fait perceptible pour ceux qui n'y sont pas habitués, mais pour nous qui lisons tous ces gens à longueur de temps, c'est un vrai régal en ce moment. On a vu Vincent Hugeux, c'est un des... Ah, je vous l'aimais beaucoup. C'est une dilection particulière pour lui, et lui a une dilection particulière pour le gris-gris, donc on s'entend bien à la longue. Lui, ça fait 5 ans au moins, je ne veux même pas revenir sur son travail avant sur la Côte d'Ivoire, mais ça fait au moins 5 ans qu'il a considéré partout comme une évidence que Ouattara avait gagné, et il a considéré partout que ceux qui pensaient que Gbagbo avait gagné étaient des complotistes, des soutiens de génocidaires, enfin des abrutis. Il en a même fait une scène dans un livre, publié aux éditions du CNRS. Saluons-les, c'est le moment. Un livre dans lequel il raconte qu'une Ivoirienne l'apostrophe dans la rue, et évidemment, elle est pro-Gbagbo, et il l'a fait passer en 3 phrases pour une génocidaire, une xénophobe, etc. etc. Et bien, c'est Eh bien, ce qui se passe. Oui. ce même homme, il y a quelques semaines, était dans une émission phare de l'audiovisuel extérieur français, c'est-à-dire TV5 Monde et RFI, c'est-à-dire quand même quelques millions d'auditeurs à travers le monde. Il était face à la journaliste Fanny Pigeot, qui a produit il y a quelques mois un livre formidable, France-Côte d'Ivoire, une histoire tronquée. Il n'a pas reçu le livre. Ah, Nous, on peut vous dire pourquoi, c'est parce qu'elle ne le lui a pas envoyé. Mais il ne sait pas qu'il y a des librairies, ce garçon. Il ne l'a pas acheté. Alors, quand on pense à ce que la Côte d'Ivoire lui a rapporté partout, je ne parle pas de ce qu'on aurait pu lui donner, je parle des articles qu'on lui a payés sur le sujet ivoirien, pour lesquels il n'a manifestement jamais travaillé. Donc il a déjà beaucoup gagné d'argent grâce à la Côte d'Ivoire. Il n'a pas pu mettre 24 € pour acheter le livre. Il le lui a avoué. Et à la fin de l'émission, il a demandé à Fanny Pigeot avec une candeur scandaleuse, mais est-ce qu'on saura un jour qui a gagné cette élection ? Après avoir écrit dans l'Express toutes les semaines, pendant des mois, que Ouattara avait gagné. Donc voilà, nous on perçoit ces glissements. Et en dernière analyse, l'élection présidentielle dont vous avez parlé il y a quelques instants, comme elle a produit un score grotesque, c'est-à-dire presque chiracien, Ouattara a fait 84% au premier tour. Mais les mêmes journalistes qui nous ont présentés comme des extrémistes, etc., puisque nous soutenions la possibilité que Gbagbo ait gagné, aujourd'hui sont très embarrassés. Que faire d'un démocrate qui n'est même pas assez intelligent pour se faire réélire à 52 ou 53% seulement ? Ouais, c'est un problème. Je voulais juste vous raconter quelque chose à propos de vérité officielle. Il m'est arrivé, lors de la semaine de la presse, d'aller assister à ce qui se fait dans ce cadre, c'est-à-dire que des journalistes étrangers en exil, réfugiés en France, viennent raconter leur histoire, parler de leur métier aux élèves des classes. En l'occurrence, c'était une classe de première, et la jeune femme qui était invitée, j'ai oublié son nom malheureusement, je crois que son prénom, en tout cas français, c'est Carole, et elle était donc, elle est toujours ivoirienne, réfugiée en France. Elle travaillait dans une télévision qui était la télévision de Gbagbo. Elle a été menacée de mort
en 2011, disons. Elle a fui d'abord dans un pays limitrophe, j'ai oublié lequel, et puis ensuite ça posait encore des problèmes parce qu'elle continuait d'y être suivie et persécutée, et donc avec son mari elle s'est réfugiée, ivoirien aussi et journaliste aussi, elle s'est réfugiée en France, elle a été accueillie à la maison des journalistes. Alors cette femme avait un discours très mesuré, elle faisait très attention à ce qu'elle disait aux élèves, elle a parlé de crise ivoirienne, elle n'a pas parlé de guerre, elle a été vraiment elle avait été manifestement briefée par les gens de la maison des journalistes. Et par contre, les jeunes, se trouve que c'était pas longtemps après les attentats de janvier, et donc il y avait une équipe de Canal+ qui les suivait et qui gentiment les avait aidés à préparer l'interview. Et alors, cette femme a eu droit à des questions soufflées sans doute par des gens de Canal+, qui m'ont fait beaucoup rire. Est-ce que vous avez reçu des cadeaux en tant que journaliste? En gros, voilà, est-ce que vous êtes corrompu? En fait, en gros, la victime devient une sorte de, voilà. devient une sorte de coupable potentiel. Personnellement, j'étais très mal à l'aise parce que voilà, elle était réfugiée en France, oui. Elle avait risqué sa peau. Quand on sait comment on distribue le statut de réfugié en France, quand même pas, c'est quand même 20%, même pas 20% des gens qui le demandent qui l'ont. Elle était en plus accueillie à la maison des journalistes, qui lui donne un statut de protecteur particulier, qui n'est pas accordé à n'importe qui. C'est dire qu'elle avait dû quand même en baver sérieux, et ce qu'elle disait, c'est qu'elle ne pouvait pas retourner en Côte d'Ivoire actuellement. Bon, elle était dans une télé de communication de Laurent Gbagbo, bon, comme il y en a. Mais bon, je ne sais pas que Laurence Ferrari est obligée de s'exiler en Belgique. Donc voilà, ici en France, on est dans une télé même non officielle de communication du pouvoir politique, on peut continuer à travailler quand le pouvoir change. Et là, du coup, elle était passée au statut vraiment d'accusée. Et l'enseignante que j'ai interrogée après m'a dit presque en s'excusant, parce que ça m'a fait éclater de rire, oui, vous voyez, on a compris que c'était une journaliste engagée, hein. C'est pour vous dire qu'on reçoit vraiment tout le monde ici. Et voilà, je voulais vous raconter ça parce que ça prouve quand même comment, mais parce que c'est quand même des élèves de première, c'est-à-dire des élèves qui vont voter l'année prochaine. C'est quand même assez dramatique de voir que la propagande s'insère dans les cerveaux jusque dans les écoles. Et donc je salue d'autant plus le travail que vous faites, même si je ne suis moi-même pas une spécialiste de la Côte d'Ivoire. Je voudrais que dans les 10 minutes qui suivent, on revienne sur le personnage de Soro, et qu'on en vienne à l'actualité. Parce que, en plus d'écrire des livres sur Ouattara, vous écoutez la radio Théophile, et puis des fois vous tombez sur des choses que vous avez le bonheur de nous transmettre. Alors, ce personnage de Soro, qui est-il et quels sont ses rapports avec le Burkina Faso? Parce qu'il va en être question. Guillaume Soro, c'est un leader, au départ c'est un leader estudiantin, c'est-à-dire il est le secrétaire général de la FESI, c'est-à-dire la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Et donc en fait il croise le fer avec les pouvoirs traditionnels en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à l'époque c'est Henri Konan Bédié. Et en fait, en réalité, il est plutôt affilié à la gauche, donc c'est un très proche de Laurent Gbagbo qui est le leader de l'opposition de l'époque, l'opposition de gauche. Et en fait, il y a aussi un front républicain, c'est-à-dire il y a une sorte d'alliance un peu étrange entre Ouattara et Gbagbo à l'époque, au nom de la démocratie, voilà, puisque les deux se retrouvent dans l'opposition. Et quand cette alliance se termine, Guillaume Soro donc, est convoité par les deux camps qui se déchirent. Et en fait, il va avec Alassane Ouattara, qui n'est pas en fait a priori du même bord idéologique que lui. Mais bon, les mauvaises langues diront qu'ils sont de la même région, c'est-à-dire du Nord. Mais Guillaume Soro n'est pas musulman pour en terminer avec polygame comme Soro. pour en terminer avec les clichés. Donc Guillaume Soro refuse d'être le leader des jeunes du parti de Gbagbo et va avec Ouattara. Il est candidat au municipal dans une commune d'Abidjan, il perd et il disparaît de la circulation. Alors il ressurgit quelques mois plus tard comme le chef politique de la rébellion contre Gbagbo, une rébellion téléguidée par Ouattara.
Donc cette rébellion commet des massacres, des crimes qui sont camouflés pendant toute la période où elle tente de déstabiliser le pouvoir ivoirien. Et le chef rebelle retourne à la maison entre guillemets, c'est-à-dire auprès de Laurent Gbagbo, il en devient le Premier ministre. Et puis finalement, il joue un jeu assez complexe, un double jeu assez complexe. Il se retourne encore contre Laurent Gbagbo pour retourner avec Ouattara. Il est celui qui dirige la guerre qui permet à Ouattara de prendre le pouvoir. Et donc c'est celui qui porte officiellement sur son dos tous les massacres qui ont eu lieu et toutes les exactions qui ont eu lieu. Et parmi les exactions qui ont eu lieu, une des exactions les moins graves d'ailleurs qui ont eu lieu, c'est que ces hommes se saisissent de Michel Gbagbo, le fils de Laurent Gbagbo, qui est français. Ces hommes se saisissent de Michel Gbagbo, le tabassent, le torturent, lui font subir des traitements dégradants qu'ils prennent le soin de filmer et de diffuser sur YouTube, les idiots. Et étant donné que Michel Gbagbo est français, ses avocats ouvrent une procédure judiciaire en France. Il est convoqué par la justice française et il ne se rend pas à ces convocations depuis très très longtemps. Mais il est quand même reçu au Sénat. C'est un peu paradoxal. Oui, absolument. C'est-à-dire, il est considéré comme un suspect potentiel et même comme un rebelle à l'ordre établi par la justice, mais il est considéré comme quelqu'un de très bien par le pouvoir politique qui se trouve être un pouvoir socialiste. Alors, l'actualité... Pour la petite histoire, Claude Bartolone l'appelait mon frère. Ah. Arrêtez, ça va me faire trop rire, je ne peux pas pouvoir continuer. Voilà, Claude Bartolone. Alors, l'actualité la plus chaude, c'est qu'on apprend que... Alors, il nous reste très peu de temps pour en parler, mais on apprend que justement ce fameux Guillaume Soro, au-delà de n'avoir pas condamné la tentative de coup d'État qui a eu lieu en septembre dernier contre le gouvernement de transition du Burkina Faso, aurait comploté pour que ce coup d'État a eu lieu. Et il y a eu un enregistrement d'une conversation téléphonique entre Guillaume Soro et l'un des putschistes que vous allez nommer parce que j'ai oublié. Djibril Bassolé, l'ancien ministre de l'Intérieur et ministre des Affaires étrangères du Burkina. Et alors, cet enregistrement a été authentifié par le Premier ministre burkinabé Isaac Zida. Isaac Zida. Il a donc authentifié et affirmé cette authentification sur une radio qui s'appelle Radio Horizon. Et on va écouter tout de suite un extrait du moment où il affirme ceci. Effectivement, nous sommes au courant de ça, mais nous sommes nous aussi surpris de l'attitude. C'est pourri le son, mais j'ai pas trouvé mieux. Ces deux individus-là qui nous pensions, en tout cas, il n'y a pas très longtemps que c'était des citoyens qui aimaient leur pays, mais quand on voit les propos qui sont tenus. La bande est authentique. Non, elle est authentique, il n'y a pas de débat. Moi, je ne discute pas sur ces questions-là. Ce que j'adore, c'est je vais même envoyer un texte. Il m'a demandé un texte. Je lui envoie un texte. Je pense que c'est lui qui lui rédigeait la Charte du Nord. À l'époque, il était touché. Peut-être, du coup, il ne savait pas écrire et il s'est démarré. Bonjour. Eugénie, il m'a dit à deux maxi, s'il te plaît. C'est possible? Oui. Merci. Parce que sinon, derrière, j'ai le cinéma qui pousse. D'accord. J'essaye de faire même. Non, on a 56, ça devrait tenir. D'accord. Mais ouais, voilà. Merci. Les médias audiovisuels internationaux, je mets en garde ceux qui tenteraient d'exclure certains Burkinabés de la compétition électorale. Oui, mais ça c'est une ambition démesurée, parce qu'à un moment il faut, comme je l'ai dit, s'arrêter et s'interroger. J'ai mon ambition, je veux être président du FASO, mais est-ce que c'est à quel prix? Il faut brûler la moitié du pays pour être président sur l'autre moitié qui reste. Je pense que quand même il y a une limite à ne pas franchir. Je pense qu'il faut savoir raison garder, quelle que soit l'ambition qu'on a. Je pense que nos pays, nos peuples sont sacrés, c'est-à-dire que c'est toucher, pas compromettre la vie des uns et des autres parce que tout simplement tout est. Donc ça.
Voilà, on va interrompre cet enregistrement. On peut le retrouver en intégralité, pas tout à fait. Il y a 5 minutes qui sont disponibles sur Internet. Et il se trouve que ces 5 minutes, vous les avez non seulement écoutées, Théophile Kouamouo, mais que vous les avez aussi transmises. Et c'est vous qui avez en fait un peu révélé cette affaire qui est quand même grave, parce que c'est pas n'importe qui, Soro, c'est quand même le président de l'Assemblée ivoirienne, soutenu par la France, protégé par la France, qui ne répond pas aux convocations de la France, mais qui est reçu au Sénat. Et la France qui a salué l'élan démocratique au Burkina Faso, il y a aussi une sorte de double jeu là. Oui, bien sûr, il y a un double jeu qui était patent, c'est-à-dire la transition burkinabé, elle a, disons, Blaise Compaoré, qui était quand même l'homme de la France, un des hommes de la France en Afrique, a été renversé par une insurrection populaire, et donc la transition burkinabé dérangeait parce qu'on ne savait pas où elle pourrait conduire le pays, et en fait, au-delà du fait qu'elle dérange, la France ne peut pas s'opposer à Blaise Compaoré, vu qu'il est dépositaire de tellement de secrets que s'il venait à parler, bon, beaucoup de choses s'effondreraient. Donc ça veut dire que même si on ne l'approuve pas totalement, on ne peut pas non plus le désavouer à 100%. Alors, en parlant des écoutes téléphoniques, en fait, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que pendant que ce coup d'État était en train d'échouer, il y avait des âmes charitables qui écoutaient les conversations téléphoniques des personnes qui étaient soupçonnées de travailler à la réussite de ce coup d'État. Et notamment, ils ont réussi à écouter une conversation entre Guillaume Soro et Djibril Bassolé. Et cette conversation est impitoyable pour Guillaume Soro parce que non seulement elle prouve qu'il était un des comploteurs qui tentait de renverser la transition politique, mais on entend également assumer des crimes, notamment l'assassinat de l'ancien ministre de l'Intérieur, de Laurent Gbagbo, et l'assassinat d'Ibrahim Koulibaly, le chef rebelle, en réalité, le chef militaire qui a fait de lui le chef politique qu'il est. Et donc cet enregistrement, en réalité, fait de lui quelqu'un qui doit être mis en examen à la fois au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Et l'enregistrement a été évoqué par les proches de Zida juste après la tentative de coup d'État, sans preuve, mais très rapidement, l'enregistrement a commencé à circuler dans les milieux autorisés, comme on dit. Et finalement, une âme charitable me l'a envoyé par mail. Et je l'ai écouté. Et étant donné que je connais les acteurs, je connais Bassolé, je connais Soro, je connais leur voix, je connais leurs expressions, je connais surtout la psychologie de Guillaume Soro, j'ai été persuadé que c'était lui. Et je me suis dit, bon, il faut bien que quelqu'un se dévoue pour faire sortir cet enregistrement du cadre des mails et créer un électrochoc qui obligera les uns et les autres à se positionner. Étant donné que j'ai quand même assez de visibilité sur les réseaux sociaux, j'ai balancé en étant moins intéressé par le scoop en tant que tel, mais en étant plus soucieux de voir les réactions. Et les réactions très vite m'ont permis personnellement de me faire d'authentifier à titre personnel les enregistrements, parce que très rapidement Guillaume Soro et son staff ont sorti une sorte de montage qui achevait de montrer qu'en réalité ils savaient très bien que la version originelle était la bonne. Et donc forcément, manifestement, Guillaume Soro, il a une telle emprise sur le personnel politique burkinabé que l'enregistrement qui circulait sous le manteau numérique, bien sûr, ne pouvait pas y sortir officiellement. Alors nous, on a publié, et quelque chose d'assez frappant, c'est que des confrères au Burkina Faso, de Omega FM, une bonne radio, ils ont publié aussi, et ils se sont rétractés, parce qu'effectivement, il y a tellement de liens opaques et bizarres et flous entre la Côte d'Ivoire et le Burkina que chacun tient tout le monde. Donc il fallait bien que quelqu'un que personne ne tient dans tout cela publie ce que j'ai fait. Et je pense que ça a quand même fait évoluer la situation, parce que l'objectif en réalité des grandes oreilles qui nous fournissaient, c'était d'empêcher que le scandale soit étouffé, parce qu'il y a eu un président élu, Monsieur Kaboré, et en fait la tentation naturelle d'un président Burkina Faso, c'est d'étouffer une telle affaire qui met en cause la Côte d'Ivoire, qui est quand même un pays beaucoup plus riche. Mais le niveau
enfin, les leaks sont tellement sortis, les fuites ont été tellement gigantesques qu'on ne voit plus comment le pouvoir burkinabé peut étouffer cela. S'il étouffe, ce sera le premier scandale de ce nouveau pouvoir qui en réalité a été porté par une jeunesse qui affirme, en fait, qui veut affirmer sa singularité et sa souveraineté. Donc, si aujourd'hui le pouvoir au Burkina étouffe l'affaire, ben, il donnera l'impression d'être un vassal de la Côte d'Ivoire et je pense que ça pourrait être dangereux pour lui. Donc les jours, les semaines et les mois à venir, ce feuilleton continuera. Eh bien, vous reviendrez nous en parler, c'est tout ce que je peux proposer puisque l'émission, hélas, se termine. Merci Grégory Proch, merci beaucoup Théophile Kouamouo. Je rappelle qu'on peut se procurer ce livre, J'accuse Ouattara 2, c'est aux éditions MS. Materia Scrita. Voilà, édition corse. Et puis alors, il y a plein de choses. Il y a une charte du Nord intégralement reproduite, qui est un texte... Fondateur. Voilà, fondateur, enfin, faut le lire pour y croire. Il y a une excellente chronologie des faits par Patrice Boyer, et puis il y a des dessins. Voilà, il y a le dessin de l'immense dessinateur camerounais Ezat. Très bien, il est largement temps pour moi de laisser la place à mes petits camarades d'Homo Urbanicus. Un grand merci à Valentin Bobine qui réalisait cette émission. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à lundi prochain.